Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont encore présents dans cette salle à cette heure tardive. Et effectivement, je vais poser deux questions essentielles auxquelles je ne vais même pas prétendre essayer de répondre, mais vous proposer quelques niveaux d'interprétation et quelques peut-être de nouvelles questions. La première question que l'on peut se poser en ce qui concerne les Juifs de l'Empire des Habsbourg, c'est les Juifs sont-ils forcément les représentants de la supranationalité? Et question corollaire qui suit celle-là, étant donné que la supranationalité s'achève en 1918, les Juifs doivent-ils être considérés comme un peuple vaincu après le démembrement de l'Empire austro-hongrois? Alors, pour répondre à ces deux questions, en 20 minutes, je vais m'appliquer à moi-même la sévérité que j'exige des autres. Je vais traiter ça en deux temps. Et donc, dans un premier temps, me demander pourquoi est-ce que l'on présente très souvent les Juifs comme les porteurs, les vecteurs, les représentants de la supranationalité autrichienne. Alors, à cette question, à ce présupposé, il y a plusieurs fondements. On peut le voir d'abord dans la littérature, où c'est vrai qu'après 1918, un grand nombre d'auteurs juifs d'expression allemande ont thématisé cette perte de l'Empire comme ayant été une tragédie. Mais ils n'ont pas été les seuls. C'est-à-dire que dans toute la production littéraire d'après 1918 et qui regrette la mort de l'Empire, il n'y a pas que des auteurs juifs. Donc il y a déjà là à se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on les représente comme des vecteurs de la supranationalité? Eh bien d'abord parce que, en mettant des guillemets, ils sont partout. C'est-à-dire que, comparé à d'autres populations de l'Empire des Habsbourg, les Juifs sont présents dans tous les territoires de la monarchie. Alors, certes, globalement, les Allemands aussi. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes. Donc, c'est ça qui est en plus intéressant. Première chose, malgré des poches de territoire austro-hongrois où les Juifs sont particulièrement présents en masse, que ce soit la Galicie, la Bucovine, les comitats du nord-est de la Hongrie, etc. Il y a des portions de territoire où les Juifs sont en beaucoup plus petit nombre, mais ils sont quand même présents. Déjà, à la base, ils sont dans toutes les villes de l'Empire des Habsbourg. Il y a un judaïsme rural aussi en Galicie et en Bucovine, donc il n'y a pas d'exclusion des uns ou des autres. Peut-être la seule partie du territoire où ils sont en moins grande, en présence plus minime, c'est le littoral, justement. Malgré une présence importante à Fiume, Rijeka et à Trieste, sur laquelle je reviendrai peut-être si j'en ai le temps. Donc, un peuplement juif qui est présent dans toutes les provinces, dans tous les États héréditaires, dans tous les Kronländer, enfin absolument partout. Donc ça c'est un premier élément de supranationalité, puisque où qu'on aille, on trouve des Juifs. Mais on va voir ici on oscille sans cesse entre unité et diversité, puisque effectivement ils sont tous juifs, mais ce ne sont pas les mêmes juifs. Déjà, première chose, qu'y a-t-il de commun entre un juif séfarade de Sarajevo et puis un bourgeois pragois juif? Bon, pas grand-chose, déjà pas la langue, pas le culte. Bon, il y a quand même des différences absolument notables. Il y a bien entendu, comme vous le savez, aussi des différences énormes de développement, de revenus, entre un miséreux d'un shtetl de Galicie et la famille Vivante à Trieste. Bon, il y a un monde entre les deux. Donc, unité et diversité en permanence. Ce qui nous induirait à penser que ils ne forment pas une représentation égale dans toute la monarchie.
ce qui est absolument évident. Autre facteur intéressant qui porte à penser que les Juifs sont des vecteurs de la supranationalité, c'est la mobilité. Effectivement, parmi les populations de l'Empire, les Juifs sont extrêmement mobiles, pour des raisons, des fois, qui n'ont rien à voir avec leur volonté propre, puisqu'ils ont été, au gré des siècles, bon, je vais me concentrer sur le 19e, mais si on regarde les siècles précédents, ils ont été régulièrement expulsés, repoussés, chassés par les souverains, par les sociétés locales. Donc il y a eu une mobilité forcée qui explique aussi la dispersion et la diversité du peuplement. Et puis, par la suite, eh bien, le fait que ces Juifs se sont trouvés dispersés sur tout le territoire, ça a créé une mobilité, une seconde mobilité, qui est une mobilité choisie et qui fait que on a un cousin à Vienne, on a un autre cousin à Neuwarod, et puis on a un autre cousin peut-être à Varajdin. Bon, et avec ces liens familiaux, eh bien, cela permet d'accentuer la mobilité. On se déplace pour affaires, on se déplace pour études et donc éventuellement pour monter une entreprise à un autre endroit. Et ça, les Juifs le font, bien entendu, beaucoup plus que les autres populations. Mais il y a aussi une mobilité qui est extraterritoriale. Si je viens à nouveau à parler des Juifs de Trieste, les Juifs de Trieste ont des représentations commerciales jusqu'à Izmir et au cœur de l'Empire ottoman. Donc la mobilité n'est pas nécessairement une mobilité austro-hongroise. Donc ça, c'est un facteur important qui joue dans la représentation des Juifs sur tout le territoire et dans leur ramification, qu'elles soient familiales ou pour affaires, etc. Il y a énormément d'intermariages, bien entendu, et on va pas hésiter à faire des alliances matrimoniales avec telle famille de Vienne, avec telle famille de Trieste, avec telle famille de Budapest. Donc ça aussi, c'est une pratique courante, mais une pratique qui peut se retrouver aussi dans d'autres familles. Autre élément important en faveur de la supranationalité, c'est la polyglossie. Alors, les citoyens de l'Empire des Habsbourg sont très souvent polyglottes, au moins bilingues quand ce n'est pas ou quadrilingue, et les Juifs le sont encore plus que les autres pour les raisons que je viens de décrire précédemment. C'est-à-dire que la mobilité fait qu'on doit s'approprier une langue autre que celle dans laquelle on a l'habitude de converser. Et cette polyglossie, elle est une polyglossie obligatoire puisqu'il n'y a pas de langue juive. Ça, c'est quand même quelque chose dont je crois sur laquelle il faut s'arrêter un instant. Le yiddish, qui de toute façon n'est pas parlé par tous les Juifs de l'Empire, bien loin de là, n'est pas une Landessprache, ce n'est pas une langue reconnue dans aucun territoire de la monarchie, même pas en Galicie ou en Bucovine, malgré les exigences des Juifs de Tchernowitz qui demandent à ce que le yiddish soit considéré comme la Landessprache de la Bucovine, et ce qui ne sera jamais autorisé par les autorités centrales. Donc, n'ayant pas de langue dans laquelle ils peuvent se définir, ou grâce à laquelle ils peuvent se définir, les Juifs, dans les statistiques de nationalité, n'ont pas d'existence. Donc, pourquoi se demander finalement si les Juifs sont des représentants de la supranationalité, puisque déjà, à la base, ils ne sont pas une nationalité. Donc, par défaut, les choix identitaires, les choix linguistiques vont les contraindre à adopter l'une des langues des territoires sur lesquels ils se trouvent. Et là, on va se permettre de se poser la question que je vais introduire en deuxième partie, c'est y a-t-il donc une identification nationale chez les Juifs? Et ça, évidemment, ça contredirait ce que je viens de dire en première partie sur la supranationalité supposée des Juifs. Donc je vais y revenir dans un instant. Donc cette polyglossie, elle est absolument généralisée. On la retrouve dans tous les territoires de la monarchie, où quand on regarde les statistiques de polyglossie, les Juifs sont toujours les meilleurs. Ce sont toujours eux qui possèdent le plus de langues dans une population donnée, dans une localité donnée.
à part les militaires. Mais bon, ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant. Dernier élément qui pourrait prêcher en faveur de la supranationalité, c'est l'adhésion très importante au tournant du siècle des Juifs au socialisme, à la social-démocratie, qui a pour eux cet élément intéressant de justement ne pas les obliger à choisir une nationalité, c'est-à-dire de reconnaître finalement dans la social-démocratie, dans le socialisme, une identification qui n'est pas, par définition, nationale. Et c'est donc pas un hasard si on les voit massivement s'intéresser au socialisme, en raison aussi du fait que, notamment à Vienne, les masses d'émigrés juifs qui viennent grossir la communauté juive de Vienne sont donc, comme vous le savez, des juifs, la plupart du temps miséreux, venant de Galicie ou de Bucovine, que l'on emploie dans le prolétariat. Donc, se diffuse au sein de ce prolétariat juif une adhésion à la social-démocratie qui permet d'éviter d'opter pour une nationalité. Donc c'est un élément qui peut être intéressant pour la réflexion sur la supranationalité des Juifs. Donc je pose maintenant ma deuxième question. Y a-t-il forcément, par définition donc, en l'absence de phénomène identitaire qui serait la langue, y a-t-il forcément absence de conscience nationale chez les Juifs de l'Empire des Habsbourg? Alors, c'est ce que beaucoup veulent faire croire. Et dans la propagande antisémite, on trouve bien entendu, de manière absolument récurrente, le juif errant, donc par définition apatride, qui n'est pas patriote et qui donc est susceptible de trahir tout un chacun parce qu'il n'a par définition pas de patrie, et il est prêt du jour au lendemain à aller s'installer ailleurs. Et donc, il n'y a pas lieu de s'intéresser à eux dans la construction nationale. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que dans certains discours nationaux des nationalités dont il est question dans ce colloque, il y a un très fort antisémitisme. Et ça gêne souvent d'ailleurs dans l'interprétation de l'historiographie de ces pays, ensuite de ces pays successeurs, c'est que dans la construction nationale de certaines de ces nationalités de l'Empire des Habsbourg, eh bien, il y a un très fort antisémitisme qui correspond à une identification par défaut consistant à dire le juif c'est l'allemand, ou le juif c'est le hongrois, ou le juif c'est l'italien. Donc, en regard, par défaut, on construit une image antisémite du slovène, du tchèque, autre, qui renie cette appartenance potentielle des juifs à la communauté nationale. Et les Juifs se trouvent donc, et alors notamment vis-à-vis, c'est notamment tragique en ce qui concerne les Allemands, c'est que, comme vous le savez peut-être, Theodor Herzl, au début de sa carrière d'étudiant à Vienne, avait adhéré à une association nationale allemande, d'étudiants allemands, dont il sent au fur et à mesure qu'il n'est pas le bienvenu dans cette association qui thématise donc un antisémitisme de plus en plus évident. Donc on a dans certains cas, on voit ça très bien par exemple dans la presse de Brno, de Brünn, un rejet des deux côtés. C'est-à-dire que les Juifs finissent par être rejetés à la fois des nationalistes tchèques et des nationalistes allemands, et donc à chaque fois, on leur renvoie cette image de Juifs errants, par définition non attachés à une patrie. Donc, par défaut, ce serait la patrie autrichienne, la patrie dynastique, qui serait la véritable identification, la véritable identité des Juifs. Alors, oui et non. Comme souvent, la réponse n'est pas évidente. En Autriche, ça l'est de manière générale, mais dans certains territoires de la monarchie, ça ne l'est absolument pas. Si on regarde l'adhésion massive des Juifs hongrois depuis les années 1830, avec le grand moment de 1848 et puis la fin du XIXe siècle, il y a une identification totale des Juifs à la nation hongroise. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est absolument évident. Pareil avec les Juifs triestins.
Alors, la famille Vivante en est un exemple, on vient d'en entendre parler. Donc, juifs triestins qui adhèrent au projet national libéral italien de manière absolument évidente et qui se font donc stigmatiser par la presse slovène qui les caricature de manière extrêmement brutale. C'est aussi très intéressant dans le cas de la Bohème où on voit, malgré des moments de rejet, où on voit les Juifs progressivement adhérer au projet national tchèque. Et c'est d'autant plus évident après quand on regarde les statistiques de l'entre-deux-guerres, où on voit l'adhésion des Juifs, notamment de Bohème-Moravie, à la nationalité, à l'élément tchèque. Donc, pas de supranationalité forcément induite par les éléments dont j'ai parlé en première partie. Alors, la question qui reste en suspens, c'est le sionisme. Donc, finalement, dans les territoires où les Juifs se sentent soit rejetés, soit trop miséreux pour accéder à une langue de culture que serait l'allemand ou le polonais, par exemple, est-ce que le sionisme peut représenter une alternative intéressante à l'intérieur de l'Empire des Habsbourg? Et là, on bute sur une impossibilité juridique qui, et je reviens à ce que je disais au début, qui fait que, comme la nationalité est par définition centrée sur la langue, il n'y a pas de langue juive. Donc le sionisme ne peut pas, dans un premier temps, être considéré comme une représentation, comme une identification nationale pour les Juifs à l'intérieur de l'Empire des Habsbourg, d'où la nécessité d'aller créer donc un foyer juif ailleurs. Alors, pour conclure ce tour d'horizon de la difficulté finalement de répondre à cette question de la supranationalité des Juifs, on voit que finalement il y a une adhésion au projet dynastique, une adhésion au projet supranational. C'est très évident dans les carrières d'officiers juifs dans l'armée dont le professeur Bled a parlé tout à l'heure. Il y a une opportunité là qui s'offre d'exprimer un patriotisme dynastique, un patriotisme autrichien, qui est évidente, et puis on a suffisamment de témoignages sur cet élément pour s'en convaincre. Il y a ce que j'ai mentionné tout à l'heure en ouverture, cette littérature donc, qui alors, a le désavantage d'être une littérature rétrospective, mais où tout de même, que ce soit Roth, que ce soit Stefan Zweig ou d'autres, ont très bien montré à quel point l'Empire des Habsbourg, avec l'émancipation accordée en 1867, avait représenté une patrie pour les Juifs, qui jusque-là, effectivement, n'en avait pas, tout du moins pas au sens de la fin du XIXe siècle, et qui justifiait donc l'adhésion des Juifs à ce projet supranational. Alors, sont-ils vaincus en 1918, à partir du moment où le projet supranational s'effondre? Eh bien, oui et non. D'abord, ils ne sont pas les seuls à être vaincus, déjà. Et puis, on le voit dans la littérature. Et puis, on voit très bien que dans les divers États successeurs, l'adhésion au projet national par les Juifs continue, et voire même s'amplifie, comme c'est le cas, par exemple, pour la Tchécoslovaquie. Donc, il faut se garder de tomber dans la vision rétrospective, justement nostalgisante, qui a été délivrée par la littérature. Et dans d'autres sociétés nationales, dans les États successeurs dont les Juifs se retrouvent citoyens, il y a évidemment, dans certains cas, et puis ça va se vérifier tragiquement plus tard, une difficulté quand même d'acceptation, où il y a toujours un soupçon véhiculé et thématisé par les antisémites du juif apatride, non patriote et donc non assimilable à la communauté nationale. Je vous remercie.